Alors, c'est un sujet sur lequel moi personnellement je travaille depuis des années. Je travaille sur ce sujet-là depuis 2002. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était en me disant, bah, finalement, c'est encore naissant à ce moment-là. Il y avait les programmes de fidélité qui commençaient à prendre de l'ampleur. Et je me disais finalement, mais les gens, pourquoi ils participent à ces programmes-là? Quel est l'intérêt qu'ils y trouvent? Et finalement, est-ce que c'est pas en sachant quel est l'intérêt qu'ils y trouvent qu'on arrivera à mettre en place des programmes réellement efficaces, sachant qu'il va falloir définir ce qu'on appelle efficace. Et puis c'est marrant parce que d'année en année, les problématiques ont changé. Mais mon propos est de dire que finalement, on reste sur le même questionnement qui est là depuis 2002. Et je trouve que c'est navrant qu'on n'ait pas vraiment beaucoup évolué, alors qu'il y a matière vraiment à tirer profit de ces programmes de fidélité comme il faut. Donc si je pose la question dans cette salle, combien de personnes ont un programme de feed, je parie que presque la plupart, ou la totalité, quasi-totalité des gens vont lever la main, ils vont dire, bah, moi j'ai une carte, je suis la première à avoir une dizaine de cartes de fidélité, voire plus, que j'ai accumulées pour pouvoir benchmarker, et dont je ne fais pas grand-chose. Et si on regarde un peu les Français, bah, c'est la même chose, hein. Ils sont multi-équipés, ils en ont plein, on reste quand même éloigné des chiffres en Angleterre ou aux États-Unis, où là les taux d'équipement sont encore plus importants. Mais quand on discute avec les gens, et moi j'ai l'occasion de le faire, soit parce que dans mon entourage, je suis cataloguée spécialiste programme de feed, donc dès qu'il y a une requête, dès qu'il y a une doléance, on vient me voir, ou parce que bah, je fais des recherches là-dessus, donc je fais des enquêtes quali, je fais des enquêtes sondages, etc. Et ben, moi je qualifie un peu la relation. Non. Bah, alors, merci. Bah, cette image-là, qui me fait penser à la chanson de Gainsbourg, qui est « Je t'aime moi non plus ». Et c'est un peu cette relation que les Français et que les consommateurs de manière générale entretiennent avec les cartes de fidélité. Ils en ont plein. Quand on regarde les chiffres, près de la moitié des gens n'utilisent pas leur carte de fidélité. Donc avoir une carte de fidélité mais ne pas l'utiliser, ça ne sert à rien pour l'entreprise parce que la data ne remonte pas. On ne sait pas du tout ce qu'en fait le consommateur. Pour le consommateur, c'est très déceptif parce que s'il ne cumule pas de points en utilisant sa carte, il n'y a pas de récompense. S'il n'y a pas de récompense, le programme perd tout son sens. Les gens, quand on les interroge, ils sont très déçus. J'ai discuté hier avec quelqu'un, je donnais l'exemple d'un passage en caisse devant moi d'une personne qui passait en caisse devant moi donc chez Picard et à qui le vendeur posait la question « Est-ce que vous avez la carte ?» Non, je ne l'ai pas, et puis de toute façon, elle ne sert à rien. Donc on a vraiment l'impression que c'est une coquille vide, et on a l'impression qu'on n'en retire aucun bénéfice. Et donc pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'on pense qu'en termes de pratique, il y a un vrai décalage entre ce qui est promis, ce qui est le principe même de ces programmes-là, et la manière dont c'est pratiqué, la manière dont c'est mis en œuvre. Donc on est parti avec l'idée que la fidélisation, c'était de récompenser les meilleurs clients, donc ça nécessite quand même un ciblage qui doit être important, un ciblage soit en termes de valeur client, soit un ciblage en termes de potentiel, soit un ciblage en termes d'attente et de mode de vie. Mais dans la réalité des faits, c'est la même carte qui est offerte à tout le monde. Alors on essaye de cibler un peu aujourd'hui avec le développement des programmes hiérarchiques, mais même là, on n'est pas vraiment dans une vraie logique de ciblage et de différenciation. La deuxième chose que je trouve importante et qu'on souhaite... Virginie. Pour la télécommande, en fait, elle marche. Donc ah, on peut la reprendre. Ok, merci. Donc c'est le fait que les récompenses, elles soient quasi exclusivement liées au comportement. Donc en gros, c'est à chaque fois qu'on fréquente, à chaque fois qu'on achète, c'est là où on récompense des points. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le principe qui est de récompenser une fidélité et la manière dont on mesure, dont on pilote cette fidélité? C'est quoi ma fidélité? C'est est-ce que finalement c'est parce que je fréquente l'enseigne que je suis fidèle? Est-ce que c'est uniquement ça? Qu'est-ce qui se passe? Le fait que je dise du bien de l'enseigne, le fait que je parraine des amis, le fait que je fasse du bouche à oreille positif, le fait que j'anime les réseaux sociaux de l'enseigne, est-ce que ça finalement c'est pas une forme de fidélité plus attitudinale et qui est finalement beaucoup plus importante que juste le comportement d'achat? Est-ce que je peux pas être, moi je vois dans mes étudiants, des étudiants qui sont hyper fans de BMW, de Ferrari, qui n'ont jamais conduit de leur vie encore une BMW ou une Ferrari, mais qui sont abonnés à des réseaux sociaux, qui animent, qui postent, qui partagent et qui créent de la valeur parce qu'ils sont sponsors et peut-être que ces individus-là qui ne sont pas actuellement clients auront du potentiel dans quelques années et devraient aussi être pris en compte d'une manière ou d'une autre.
Et puis enfin, là aussi, les gens, parfois, c'est trop compliqué, on ne comprend pas ce qu'on gagne, on ne comprend pas comment on gagne, on ne comprend pas pourquoi à la carte printanière du printemps, il y a des points statut et il y a points fidélité, et quelle est la différence entre les deux, et pourquoi est-ce que des points que j'ai collectés en achetant, en faisant des achats toute l'année, ne peuvent pas être utilisés pendant les soldes. Est-ce que moi, dans ma logique, dans mon expérience client, je vais dire, bah non, quand je vais acheter une robe au printemps, bah, je ne vais pas l'acheter chez eux pendant les soldes, je vais l'acheter ailleurs. C'est complètement ridicule, et donc les gens, finalement, on perd un peu la valeur et l'esprit de ces programmes-là. Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui, on l'a appelé un peu un mal nécessaire. Alors, est-ce que c'est un mal nécessaire ou pas? Ça ne devrait pas être le cas dans la logique des choses, mais quand on regarde, c'est devenu un levier assez indispensable, parce que les gens, très souvent, ils réclament ces programmes. C'est pour ça que je disais vraiment, c'est une relation de « je t'aime moi non plus », je ne l'utilise pas, mais en même temps, je le réclame, parce qu'il y a un effet signal, il y a un effet « j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui peut m'attirer au début », donc c'est toujours bien de proposer un programme de fidélité, mais il ne faut pas que ce soit une coquille vide, il ne faut pas que ce soit « je lance un programme parce que mes concurrents en ont un et que je suis obligée d'en faire un et parce que j'ai envie de faire croire à mon client que je gère sa fidélité ». Il faut que ça corresponde à une réelle volonté stratégique, il faut qu'il y ait un réel engagement derrière en termes de ressources, il faut qu'on se pose vraiment la question quel est l'objectif de ce programme-là. Est-ce qu'on est là avec ce programme réellement pour construire un vrai engagement, un vrai attachement à la marque? Est-ce qu'on est là juste pour mettre en place un programme qui va créer du trafic et puis voilà, basta, on n'en veut pas plus? Est-ce qu'on est là parce que, avec un programme parce qu'on veut collecter de la data client et la monétiser? Auquel cas, pour moi, ça me semble important de ne pas surpromettre et de ne pas créer des attentes au niveau du client qui forcément vont être déçus puisque derrière, il n'y a pas le budget, il n'y a pas l'investissement nécessaire qui va avec. Et puis enfin, pour moi, quand on décide quel est l'objectif, que cet objectif est clair, énoncé, il faut absolument que les métriques soient alignées à cet objectif-là. On ne peut pas dire j'ai un programme communautaire et derrière s'attendre à ce que la première métrique ce soit en termes de portefeuille, de taux de nourriture et de valeur client dans le sens monétaire du terme. On doit privilégier plutôt des indicateurs un peu plus soft qui vont plus être liés de l'ordre de la confiance, de l'engagement, de la satisfaction, du parrainage, du bouche à oreille, et je trouve que ces indicateurs-là, ils sont un peu trop mis de côté et qu'on ne les utilise pas assez, qu'on n'en tire pas bénéfice, et c'est ce qui permet aussi, c'est ce qui contribue à perdre de la valeur et à faire en sorte que ces programmes n'atteignent pas toujours leurs objectifs. Alors, là aussi, quelque chose qui est important à mon sens, et il faut attirer l'attention là-dessus, un programme de fidélité, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas une potion magique, on va mettre en place un programme de fidélité, on va attirer tout le monde va être content, et puis on va augmenter croître toutes les métriques, et puis non. Il faut être d'abord irréprochable sur les basiques. Si j'écris 36 000 mails et qu'on ne me répond pas, parce que je suis insatisfaite, parce que j'ai une question précise, et qu'après, le premier contact que j'ai après ces mails auxquels on n'a pas répondu, c'est de me dire bah, regardez avec le programme, si vous achetez ce produit à ce moment de l'année, dans cette enseigne, ce qui fait déjà pas mal de contraintes, vous aurez 5%, 10% de réduction. Non, là c'est un peu, enfin voilà, il n'y a pas d'équilibre dans les avantages. Et puis l'exemple que j'aime bien donner, c'est un exemple d'une carte de disloyalty card, donc c'est vraiment l'inverse, une carte d'infidélité qui a été mise en place par une enseigne à Londres, dans l'est de Londres. Et cette enseigne-là, elle encourageait les gens à aller prendre leur café chez les concurrents. Donc à chaque fois qu'on allait chez le concurrent, on demandait à tamponner, ou on tamponnait soi-même, ou on montrait un ticket d'achat. Et l'idée, c'était de dire, allez tester les cafés dans les autres enseignes, dans les autres coffee shops, et vous allez vous rendre compte tout seul que notre café est le meilleur. Et donc voilà, c'est un message qui est très simple. On est les meilleurs sur les basiques, on est les meilleurs sur l'offre. Et une fois qu'on a vérifié que c'était le cas, bah, le programme de fidélité, c'est un plus qui peut avoir des effets stratégiques. Et on insistera avec Virginie après sur cet effet-là. Bah, oui, il faut en faire un outil stratégique et pas juste un centre de coûts opérationnel. Et on peut très bien tirer des profits grâce au programme. Alors, on est des chercheurs, hein, donc on ne peut pas faire l'impasse un peu sur ce qui existe dans la recherche, parce que c'est un sujet qui est traité très souvent. Il y a beaucoup de littérature, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui étudie l'efficacité de ces programmes.
Et on s'attend à avoir une réponse claire et nette. Est-ce que ces programmes marchent ou pas? Et la réponse, elle est un peu plus nuancée, elle est un peu plus complexe, comme ces programmes, finalement. C'est qu'il n'y a pas de réponse claire et nette, parce que ça dépend. Alors, c'est très frustrant d'entendre ça dépend, mais ça dépend de plein de paramètres. Donc, tout d'abord, la première idée, c'était vraiment d'essayer d'étudier l'effet de ces programmes-là sur des critères de rétention, d'accroissement de chiffre d'affaires. Et là, ça dépend du secteur d'activité. Donc, par exemple, en France, je pense à certains travaux qui montrent que dans la grande distribution alimentaire, eh ben, ça ne marche pas. On a un effet d'autosélection. Finalement, on arrive à capter, à encarter les gens qui sont déjà fidèles. Donc, au bout du compte, on perd un peu de marge. Et en plus, ces gens-là, ils seraient venus quoi qu'il arrive. Et puis, on a un effet très court terme d'accroissement du comportement qui disparaît sur le long terme. Donc ça, c'est en France. Il y a d'autres travaux qui ont porté sur les mêmes secteurs d'activité aux États-Unis et qui montrent un autre effet, qui est un effet, bah oui, ça marche, ça permet d'accroître le comportement d'achat, de faire mieux, etc. Donc il y a certainement des choses qui sont différentes en termes de contenu, en termes d'incentive, en termes de récompense. C'est pour ça qu'après, la plupart des recherches sont allées un peu plus creuser le pourquoi ça marche pas. On sait très bien que ça marche mieux dans les industries de services, dans les secteurs assurance, hôtellerie, mais parce que c'est un secteur qui est engageant, c'est un secteur impliquant, parce que forcément, quand on joue sur les services et qu'on propose des incentives qui sont sûrs, on vous simplifie la vie, on vous propose de la commodité, de la simplicité, ça marche encore mieux que tout le reste. Il y a des choses aussi qui dépendent un peu du contenu du programme. Finalement, le programme, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on offre, quel type de carte, quel type de structure, est-ce que c'est une structure linéaire, est-ce que c'est une structure hiérarchique, pour quel type de marque. On essaiera tout à l'heure de creuser un peu ces différents résultats, différents travaux pour montrer un peu ce qu'il en est réellement. Et puis alors, ça montre, c'était le cas au début, parce que c'était des travaux qui étudiaient vraiment la mise en place de ces programmes. Ces travaux montrent qu'il y a un effet incontesté sur une sorte d'avantage concurrentiel, parce qu'on est les premiers à mettre en place un programme, on est les premiers à proposer quelque chose de plus. Donc ça peut être différenciant, à condition d'être parmi les premiers. Alors maintenant c'est un peu plus compliqué parce que c'est saturé, la plupart, notamment en France, la plupart des secteurs d'activité proposent un programme de fidélité, à part peut-être l'énergie qui s'y est pas mis, j'ai du mal à voir d'autres industries, peut-être un peu moins l'assurance, mais là encore il y a des initiatives. Donc c'est saturé, tout le monde le fait, il y a un clair effet un peu MeToo, puisqu'on copie les programmes qui existent, il n'y a pas d'innovation. Donc là ça veut dire que vraiment, réellement, ceux qui arrivent avec une innovation, qui arrivent en proposant des incentives différentes ou en proposant un fonctionnement différent, peuvent tirer leur épingle du jeu, parce qu'on reste quand même sur un avantage qui peut être concurrentiel et qui peut distinguer l'entreprise de ses concurrents. Alors effectivement, Aïda parlait du fait que la réponse était loin d'être simple. Quand on nous demande, nous qui travaillons sur ce sujet depuis longtemps, est-ce que les programmes sont efficaces ou pas, on pourrait commencer par demander si la personne a 1 heure devant elle pour entendre la réponse. Parce qu'en fait, il y a énormément de paramètres qui vont participer, qui vont conditionner en fait l'efficacité des programmes. Et un de ces paramètres notamment, c'est le type de programme. Parce que depuis tout à l'heure, on parle des programmes de fidélité comme si finalement au sein des programmes, on était sur un écosystème homogène. Mais en fait, à l'intérieur des programmes, il peut y avoir plusieurs types de programmes de fidélité qui sont très différents les uns des autres en termes de mécanique, en termes de bénéfices qu'on va proposer derrière, etc. Et notamment, ce qu'on pourrait commencer par distinguer, si je vais dans le bon sens de la télécommande, c'est 2 types majeurs de programmes qui vont se distinguer. On peut avoir des programmes qu'on va appeler des programmes linéaires. Le mot technique, c'est des programmes earn and burn. Donc, c'est des programmes que vous connaissez tous, surtout les programmes de la grande distribution, où on va en fait avoir une proposition de valeur très simple qui est proposée au client. Il va collecter des points proportionnellement à sa consommation. Il va pouvoir échanger ces points contre des avantages, donc ça peut être des cadeaux ou souvent du cashback. Donc on va être plutôt sur des bénéfices transactionnels, des bénéfices monétaires. Et puis il y a un deuxième type de programme, qui sont des programmes statutaires, qui ont une structure différente, puisque là on n'est pas sur une structure linéaire avec une règle de proportion par rapport à la consommation, mais on va être plus sur une structure en palier finalement,
où il va y avoir peut-être un cumul de points, mais ce cumul de points va permettre d'accéder à un statut qui ouvre en fait un univers de privilèges, de services qui vont être proposés. Donc on va être sur des bénéfices souvent plus serviciels, plus expérientiels que sur le premier type de programme. Donc forcément, est-ce que finalement il y a un programme qui va être meilleur que l'autre? Est-ce qu'on peut dire que l'un va mieux fonctionner que l'autre? Alors ce qu'on sait, ce que la recherche a montré jusqu'à présent, alors déjà les programmes Earn and Burn, on sait que ce sont peut-être les plus courants, les plus classiques. C'est vraiment un grand classique d'avoir ces programmes où on va cumuler des points et puis les dépenser contre du cashback ou des cadeaux. Alors c'est un grand classique, mais quand même énormément d'écueils. Ce qui fait que ces 5-10 dernières années, ce n'est pas forcément les programmes qui ont été privilégiés par les annonceurs, par les entreprises. Alors pourquoi? Quels sont les problèmes sur ces programmes-là? Déjà, il y a un phénomène qu'on note de plus en plus dans les différentes études qui sont conduites sur le sujet, c'est qu'on a une forme de lassitude des consommateurs. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, ça faisait, c'était presque un jeu. Il y avait un certain nombre de bénéfices de divertissement qui allaient être ressentis par les clients lorsqu'ils participaient à des programmes. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et on observe plutôt une forme de lassitude, avec des clients maintenant qui peuvent être totalement indifférents à la collecte de points, qui vont en collecter par opportunisme si on leur en propose, mais ce n'est pas ça qui va vraiment faire un argument qui vont les faire venir à l'enseigne et puis les fidéliser. Le deuxième point, c'est que ces programmes à points, comme le disait Aïda tout à l'heure, ils ont du mal à être différenciants. Parce que finalement, tout le monde fait un peu comme les copains, et les programmes finissent par tous se ressembler. Il n'y a qu'à voir les programmes de la grande distribution. Ils ont aujourd'hui, globalement, tous le même format, avec les mêmes bénéfices à la clé. Donc, est-ce que ça permet de faire venir vraiment les clients à l'enseigne et de les fidéliser, d'entraîner un comportement vertueux? Ben, c'est moins sûr. Finalement, on fait plus par défaut pour se protéger et pour ne pas avoir d'inconvénients par rapport à la concurrence, que vraiment dans une logique offensive d'aller attirer des clients, les conquérir et les fidéliser. Et puis, le troisième point, le grand écueil qu'on va reprocher très classiquement à ces programmes Earn and Burn, c'est que c'est un investissement énorme en termes humains, en termes financiers pour les entreprises, parce que souvent, comme je le disais tout à l'heure, on est sous une forme de cashback. Donc on va avoir des bénéfices monétaires qui vont être donnés, et donc forcément, ça va nous coûter extrêmement cher. Et puis sur le plan humain aussi, c'est un investissement qui va être très important. Donc finalement, les programmes Earn and Burn, ça va être un grand classique, mais avec beaucoup d'écueils aussi qui font que, on peut réfléchir aujourd'hui, est-ce que c'est la forme à privilégier? Alors du coup, si on ne fait pas du Earn and Burn, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire éventuellement du statutaire. Et en effet, ces programmes ont plutôt la cote en ce moment, puisque si on regarde les nouveaux programmes, les derniers programmes qui sont sortis, je pense là en tout début 2019, on a quand même eu des programmes dans des secteurs extrêmement différents. Il y a eu Nintendo qui s'est mis à faire des programmes statutaires, l'hôtel Marriott, alors c'est beaucoup plus classique dans l'hôtellerie. Il y a Chauffeur Privé en France qui vient d'annoncer le lancement de son programme de fidélité avec 4 statuts. Donc finalement, dans tous les secteurs hors grande distrib, on voit beaucoup de programmes statutaires. Et en effet, ce n'est pas une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les programmes statutaires partent du principe que finalement, tous les clients n'ont pas la même valeur pour l'entreprise. Et effectivement, on a une certaine loi de Pareto qui va s'appliquer. On sait qu'en moyenne, on a 20% de nos meilleurs clients qui vont rapporter entre 60 et 80% du chiffre d'affaires. Donc très logiquement, s'il y a un effort à faire, s'il y a une clientèle à privilégier, c'est peut-être ces 20% de meilleurs clients qui vont générer le plus de valeur pour l'entreprise. Et donc le programme statutaire, c'est assez smart pour ça, c'est que finalement ça permet d'augmenter le service, d'offrir un service amélioré aux 20% de nos meilleurs clients, ou X% de meilleurs clients, et sans que ça nous coûte trop cher non plus, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'optimiser le service sur le socle de la pyramide, sur ces 60-80% de clients restants, qui eux ont moins de valeur, et du coup, je vais leur offrir un service un tout petit peu moins bon pour pouvoir avoir un service premium sur les clients qui comptent pour moi. Donc la logique, elle se défend, et c'est une logique d'optimisation finalement des ressources quasiment à iso-budget. Donc le principe est intéressant. Encore une fois, beaucoup de secteurs différents utilisent ce type de programme, mais attention, ces programmes ont aussi leurs écueils, sinon ce serait trop facile et on ferait que du statutaire tout le temps. Mais déjà, premier écueil majeur de ces programmes, et peut-être vous l'avez déjà vu venir quand j'ai décrit le principe de ces programmes, c'est que ça peut éventuellement générer de l'injustice. Parce que finalement, on va favoriser des clients au détriment des autres.
Donc, on va construire un service amélioré, finalement, qui dit qu'on va valoriser certains clients, dit qu'on va aussi peut-être dévaloriser certains autres. Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, Aïda le soulignait tout à l'heure, on accorde finalement de la valeur uniquement aujourd'hui sur le comportement transactionnel. Donc, on va qualifier quelque part nos 20% de meilleurs clients, surtout sur des critères de transaction. Donc, le panier moyen qu'ils génèrent, la fréquence de leur achat, la récence du dernier achat. Mais on n'a souvent aucun autre critère. Or, quelqu'un qui va aller liker effectivement les commentaires sur Facebook, qui va partager les posts de la marque, qui va défendre la marque auprès de ses proches, etc., il aura peut-être plus de valeur que celui qui génère beaucoup de transactions, mais qui par ailleurs n'a aucun comportement d'influence. Donc, il y a peut-être un sentiment d'injustice qui peut naître avec ce type de programme, où en effet, on va privilégier quelques clients au détriment des autres. Et on peut se poser la question, est-ce que le sentiment, est-ce que la satisfaction que je vais générer sur mes 20% de clients, elle est suffisante pour compenser l'insatisfaction potentielle que je vais générer sur les 60-80% de clients qui vont être, eux, moins bien traités. C'est une vraie question que soulève la recherche. Et puis le deuxième point de vigilance sur ces programmes statutaires, c'est la rétrogradation. On a une étude qui est très connue en marketing, qui a été publiée dans la revue la plus prestigieuse de notre discipline, qui en fait a montré que ce qui était terrible dans ces programmes, c'était la rétrogradation. Et que finalement, le sentiment de frustration qui naît lorsqu'on va perdre le statut qu'on a eu un jour, il est plus fort que toute la satisfaction qui a été accumulée quand on a bénéficié du statut. Autrement dit, le jour où on perd le statut, on perd tout le bénéfice que la marque a essayé de créer en termes de fidélisation lorsque le client a bénéficié du statut. Donc ça pose de vrais problèmes. Comment on gère finalement cette rétrogradation? Donc il y a quelques pistes que donne la recherche. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites pour essayer de voir comment on pouvait limiter cette frustration et ces sentiments négatifs. Mais c'est un vrai sujet, comment je gère la rétrogradation de mon client. Mon client qui avant faisait 25 voyages par an et qui avait le statut grand voyageur, le jour où il n'en fait plus que 24, il perd son statut. On sait que ce moment-là, il est à lui seul générateur de plus de frustration que le bénéfice qu'il a eu, la satisfaction qu'il a eu à bénéficier du statut. Donc c'est un vrai sujet aussi. Alors du coup, comment on fait dans ce panorama? Quel programme on doit choisir? Est-ce qu'on doit faire plutôt du statutaire, plutôt du earn and burn finalement? Est-ce qu'il y a un programme qui est meilleur que l'autre? Vous l'avez deviné avec Aïda, la conviction qu'on partage, c'est que finalement il n'y a pas un programme qui va être spécialement meilleur que l'autre, mais simplement il y a des programmes qui vont être plus adaptés à certains cas qu'à d'autres. Donc il y a certains cas où on va privilégier des structures linéaires de type earn and burn, et puis d'autres cas où les programmes à statut vont être beaucoup plus intéressants. Donc finalement, il y a un seul mot d'ordre, c'est la cohérence. Il faut vraiment réfléchir déjà à quels sont les objectifs de l'entreprise. C'est sûr que si j'ai un objectif très fort de collecte des données, mon objectif, c'est que la personne passe sa carte et s'identifie à chaque passage en caisse pour que je puisse suivre dans le temps comment elle consomme, quel va être son comportement, et que je puisse éventuellement essayer de voir comment je peux l'influencer. Donc forcément, quand on a des objectifs de connaissance client, on va plutôt privilégier un programme earn and burn. En revanche, si je veux avoir une dimension plus aspirationnelle, que je vais développer des paramètres plus attitudinaux, que je veux que mon client se sente spécial, se sente valorisé par la marque, et à ce moment-là, les programmes statutaires vont être plus intéressants parce que je vais pouvoir proposer un service amélioré aux clients qui comptent pour moi. Donc forcément, déjà, avant de pouvoir dire est-ce qu'un programme est meilleur que l'autre, la question c'est pourquoi faire en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce que la marque cherche à driver, à influencer? Et déjà, la réponse à cette question va donner une piste de réponse sur le type de programme que je vais mettre en place. Cohérence aussi, et je vais passer rapidement sur ce point, cohérence avec le secteur d'activité. C'est sûr que je ne vais pas adopter la même structure de programme si je suis dans la grande distribution ou à l'extrême opposé dans le luxe. Déjà sur les programmes statutaires, dans la grande distribution, a priori, c'est pas trop adapté, personne n'a trop envie d'être statut Platinium de Carrefour ou Leclerc, je crois. Donc forcément, c'est encore que, voilà, mais a priori, c'est pas une structure de programme qui va être privilégiée sur ces marques qui sont relativement fonctionnelles. En revanche, dans le luxe, forcément, on va aller développer un univers de services plus expérientiel, avec une logique plus aspirationnelle. Donc les programmes statutaires vont forcément être plus adaptés. Luxe, mais pas que, dans le secteur de la beauté, etc., on va privilégier des approches statutaires pour ces raisons-là.
Et avec Aïda, on a travaillé beaucoup sur cette question justement de la cohérence entre la marque et le programme. Et on a mené un certain nombre de recherches avec des expérimentations en laboratoire qui montrent qu'effectivement, lorsqu'une marque a une image fonctionnelle, utilitaire, le consommateur n'a pas vraiment d'attente sur la structure du programme qu'il va trouver, donc on peut aller faire plutôt du linéaire, donc du fonctionnel, ou du hiérarchique. En revanche, lorsque la marque a une dimension symbolique, là, c'est vraiment la structure hiérarchique avec des statuts qui va avoir les résultats les plus intéressants, qui va permettre d'obtenir les résultats les plus intéressants. Cohérence aussi avec la valeur et les attentes des clients. Je le disais tout à l'heure, 20% des clients vont générer en moyenne entre 60 et 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, eh bien, si j'ai une segmentation forte, si j'ai un écart type très fort de valeur entre mes clients, peut-être qu'il faut que je me pose la question, est-ce que vraiment des statuts ne me permettraient pas de valoriser ceux qui me rapportent beaucoup d'argent? En revanche, si je suis une marque où l'écart type est un peu moins fort, où finalement tous mes clients sont un peu tous globalement dans le même sac en termes de valeur, je vais avoir du mal quand même à légitimer des statuts et à gérer le passage d'un statut à l'autre, etc. Donc ça, il faut bien regarder aussi. Il y a beaucoup de marques qui nous disent « je veux faire un programme statutaire », puis quand on les aide à le faire réellement, on se rend compte que ce n'est pas si facile de discriminer des segments et que finalement, ce n'est pas pertinent pour elles et que ça va être plus coûteux qu'autre chose. Il y a plus de coûts que de bénéfices dans ces cas-là. Aïda? Oui, et puis autre chose qui nous semble aussi important à regarder, c'est les bénéfices, hein, j'en parlais tout à l'heure. Et alors, moi, j'aime bien apporter une nuance, parce que pour moi, bénéfice, ce n'est pas la même chose qu'avantage ou incentive. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer. Donc, j'ai travaillé sur ce sujet en interrogeant, en faisant du quali avec des voyageurs, des grands voyageurs qui parlaient de leur programme de fidélité aérien. Qui, eux, ne parlaient jamais de reconnaissance. Le mot reconnaissance n'apparaissait pas. Les salons privilèges, c'est à peine s'ils les mentionnaient. Tout ce qu'ils mentionnaient, c'est je gagne du temps, on me prévient à l'avance, on m'envoie un texto pour me dire que l'avion est en retard, j'arrive à la dernière minute, je fais mon check-in. Ils ne me parlaient que de ça. Et en parallèle, j'avais les petits voyageurs entre guillemets, qui étaient plus des voyageurs loisirs. On sait très bien que le programme, il n'est pas fait pour eux. Ils sont vraiment au statut le plus faible et qui, eux, ne parlaient que du sentiment d'être distingués. Et quand on voit très bien que l'incentive, donc l'avantage et le bénéfice ne matchaient pas. Et c'est pour ça que je pense qu'au-delà de parler vraiment de ce qu'on propose, de ce qu'on donne, c'est d'aller creuser un peu plus le sentiment que ça génère du point de vue du client. Je trouve déjà qu'on ne le fait pas assez. Et deuxième chose qu'on ne fait pas assez, c'est cette originalité, c'est cette créativité dans l'offre des récompenses où on se retrouve à avoir la même chose un peu partout. On ne capitalise pas assez sur l'ADN de la marque, sa valeur, ce qui fait son originalité, et c'est ce qui fait qu'on arrive à des choses qui se ressemblent et qui n'arrivent pas vraiment à attirer l'attention des clients. Et pour moi, il faut sortir de cette logique et essayer d'être un peu plus créatif pour trouver justement le type d'avantage qui va permettre de matérialiser ces bénéfices. Donc là, ça vient d'une recherche que j'ai déjà menée et qui montre comment les gens, comment les consommateurs ou les participants à un programme de fidélité, quels sont les bénéfices qu'ils en retirent. Et on voit bien sûr qu'il y a le monétaire, mais au-delà du monétaire, il y a une large palette de bénéfices qui n'est pas du tout exploitée comme il faut en termes d'offres, en termes de propositions dans le contenu de ces programmes-là. Il y a l'exploration, j'ai un programme, mais c'est parce que je suis membre du programme, je peux découvrir de nouvelles choses, j'ai des infos sur l'univers entier qui m'intéresse, et c'est ce qui fait qu'on va capter mon attention, et c'est ce qui fait que je vais sentir qu'il y a une réelle motivation pour moi d'utiliser ma carte. Il y a cet effet aussi, plusieurs personnes parlaient des programmes comme étant une sorte de jeu, l'excitation de collecter des points, de savoir qu'on peut les rédompter, l'excitation de grimper d'un statut à un autre, le stress de perdre son statut. Donc tout ça, ça anime, ça participe à faire en sorte que j'utilise ma carte et que j'y vois un intérêt. Il y a forcément tous les avantages et les bénéfices de reconnaissance où je suis mieux traitée, on me connaît, on me propose vraiment ce que je veux, et donc je perçois un réel frein et une réelle limite au fait de changer et d'aller acheter mes produits chez le concurrent, et puis toute la logique communautaire des bénéfices sociaux où je fais partie d'une communauté, je fais partie de gens qui partagent les mêmes valeurs, et ça aussi il faut jouer là-dessus, il faut le capitaliser. Alors bien sûr c'est plus facile quand on s'appelle Nature et Découverte que quand on s'appelle effectivement Leclerc ou autre chose, d'où l'idée de rebondir un peu sur cette idée de cohérence. Et au final il faut
faut mesurer. Alors oui, il y en a un autre dont je n'ai pas parlé, c'est cet effet de commodité. On me simplifie la vie, on parle beaucoup depuis 2-3 ans du Customer Effort Score, et puis là, ce sont des choses qui ont été démontrées dans les programmes de FIT depuis les années 2010, où bah oui, il faut réellement gérer cette idée de on me simplifie la vie, je ne me prends plus la tête, et ça, surtout aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très valorisé par les clients. Et l'idée derrière, c'est pas juste de savoir que ça existe, mais de savoir, moi, en tant qu'entreprise, bah, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est ma valeur ajoutée? Est-ce que mon programme, il est juste sur du monétaire? Auquel cas, why not? Mais il faut être clair, il faut l'afficher tel quel, il ne faut pas surpromettre. Ou est-ce que j'essaye d'apporter plus de choses? Ou est-ce que je vais dans une logique encore plus personnalisée en disant, bah, je vais jouer sur tous les plans, mais pas de la même manière et pas pour tous les clients, et je vais être vraiment dans une logique de segmentation, de personnalisation, de différenciation, qui va faire en sorte que, bah oui, je peux avoir 2 millions de gens encartés qui ne reçoivent pas la même chose, qui ne sont pas gérés de la même manière. Pour eux, je sais qu'ils sont vraiment très sensibles à tout ce qui est offre monétaire, donc je vais jouer à fond sur le prix. Pour d'autres, ça ne les intéresse pas, parce que ce n'est pas eux qui payent, parce que ce n'est pas ce qui drive un peu leur fidélité, bah, je vais jouer sur autre chose, et je vais continuer à me benchmarker et à essayer toujours de me différencier par rapport aux autres concurrents. Donc vous l'aurez un peu compris, je l'espère, on pense que bah oui, un programme de fidélité peut générer de la valeur, peut être utile, mais à condition de dépasser certaines limites, de ne pas tomber dans certains écueils. Alors effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en gardant en tête cette logique-là, on arrive aujourd'hui un peu à tirer son épingle du jeu en utilisant ces programmes. Et je pense que c'est très important de l'utiliser. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de faciliter l'accès et le fonctionnement du programme. On n'utilise pas assez le digital. Certains y arrivent quand on s'appelle Starbucks et que le programme est déjà, dès son lancement, uniquement en mode digital sur le site et sur l'app, c'est facile, mais peut-être que quand on a commencé historiquement avec un programme qui est une carte en pur et dur et que ce n'est pas assez digitalisé, bah, peut-être que c'est le moment d'aller dans cette voie-là. On peut adhérer sur les réseaux sociaux, consulter son compte, etc. Donc il y a plusieurs initiatives dans ce sens-là. Et c'est positif parce que rien qu'en étant sur ces réseaux sociaux, rien qu'en utilisant ces modalités du digital, bah, on fait parler du programme, il est plus visible, ça génère du trafic sur le site, parce que si je me connecte au site pour consulter mon compte et qu'après bah, j'en profite pour naviguer un peu, pour voir ce qu'il y a comme produit, pour découvrir des offres, bah, là aussi ça permet d'avoir de la visibilité, ça permet d'avoir toujours la marque en tête, bien sûr à condition de bien le faire, hein, parce que si on m'offre une app et que sur l'application, je n'arrive pas à accéder à toutes les informations parce que vous comprenez, c'est compliqué et que derrière, dans l'entreprise, c'est siloté, ce ne sont pas les mêmes entités qui gèrent, bah à ce moment-là, encore une fois, ne le faites pas. C'est plus simple. Deuxième chose, c'est la data. On la collecte. Alors oui, on me demande de donner des informations sur moi, mais si c'est pour en faire rien, pourquoi on la collecte? Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et les consommateurs, ils sont plus sensibles à ça. Ils deviennent même, limite, ils revendiquent. C'est OK, j'ai donné la data, mais c'est au final pour avoir quelque chose qui m'intéresse. Donc si c'est pour me donner une réduction monétaire sur un papier, sur un article, un produit qui ne m'intéresse pas du tout, j'en fais quoi? Et là, on a les exemples que ça marche vraiment mieux quand c'est personnalisé. Donc ici, c'est une capture d'écran que j'ai prise. C'est un programme d'un retailer américain où il a testé donc 2 visuels. C'est j'envoie un mail pour communiquer sur le programme, un mail standard, taux d'ouverture et de clic 26%, un mail qui est standardisé parce que je m'adresse à vous et que je vous dis, bon bah Aïda, tu as le statut machin, et voilà où tu en es du programme, et voilà ce que tu peux avoir avec ton programme. Bah forcément là, ça marche mieux parce que c'est moi qu'on interpelle, on me parle à moi, je sais que ça parle de produits que je suis censée ou susceptible d'acheter. Autre chose qui nous semble important, c'est d'utiliser le programme de manière stratégique. Très souvent, il est relégué à un point où, à chaque fois que, très souvent, c'est pas à chaque fois, il ne faut pas généraliser, mais très souvent, quand on discute avec des praticiens, ah mais je ne sais pas en quoi en faire, oh mais c'est une prise de tête, mais je ne sais pas si ça marche ou pas. Mais je crois que si on change de mindset et on se dit, bon, il est là, comment faire pour en tirer bénéfice, comment l'utiliser de manière stratégique, c'est là où on a le plus de chances que ça marche. Par exemple, pourquoi est-ce que le programme
il est uniquement sur mon comportement d'achat. Pourquoi est-ce que j'accumule juste des points et on me contacte juste parce qu'il y a des offres ou parce que j'arrive à un seuil? Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas de manière plus globale pour animer mon expérience client avant l'achat, pendant et après? Pourquoi est-ce qu'on ne me dit pas, bah oui, toi tu es intéressé par le prêt-à-porter, donc on va t'expliquer les tendances cette année, on va t'expliquer un peu quelles sont les choses sympas à connaître, tu fais attention à ce que tu manges, tu es intéressé par ça, donc notre produit alimentaire, nos yaourts Danone s'inscrivent dans un cadre de santé, d'alimentation équilibrée, et donc que j'ai cette interaction à la marque avant même d'acheter, avant même d'avoir à rédompter des points, et de gérer tout cela sur le parcours de manière un peu plus intelligente. Pareil, l'utiliser comme un levier pour nourrir la confiance des clients. Parce qu'on est encarté, parce qu'on vous connaît, parce qu'on a un historique, bah, c'est pas la peine, tu as perdu tes tickets de caisse, on peut quand même te faire l'échange. Ok, parce que pendant un mois, tu as utilisé le produit et au bout de la 3e utilisation, le produit s'est abîmé, même si c'est de ta faute, bah, on sait, on a confiance en toi, on sait que quelque chose s'est passé, et puis oui, parce que tu es un client, une cliente fidèle, bah, nous, on peut le prendre en compte. Donc voilà des exemples, je ne peux pas m'éterniser parce qu'on est déjà un peu limite en termes de timing, et on a envie de partager avec vous encore 2 points. Voilà, il reste effectivement 2 conseils et je vais faire vite pour respecter le temps qui nous était accordé. Alors le 4e conseil auquel on réfléchit, c'est vraiment d'essayer de trouver des moyens de récompenser l'engagement client plus que le comportement. On en a parlé déjà, effectivement, aujourd'hui, ces types de programmes, qui soient d'ailleurs earn and burn ou statutaires, hein, ils vont pour l'instant reposer sur une mécanique unique qui est le comportement, le panier, la facture qui va être dépensée par le client. Or, on l'a dit, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des comportements aujourd'hui à l'ère digitale qui sont tout autant valorisés ou valorisants qu'un achat? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à essayer de trouver d'autres formes de calcul de la valeur client, de reconnaissance de la valeur client, qui intègrent des éléments autres que finalement son simple comportement transactionnel? Donc on parlait effectivement des partages sur les réseaux sociaux, des posts, des commentaires sur la marque, qui peuvent avoir aussi une forme de valeur et qui traduisent une forme d'engagement. Et donc ces clients-là, qui peut-être ont des tout petits paniers, eux, dans leur esprit, sont des clients fidèles, sont des clients à valeur pour la marque. Donc ils attendent un traitement préférentiel. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore, ils ne l'ont pas du tout même, souvent. Et puis le dernier conseil, c'est effectivement, on voulait quand même terminer en vous parlant de la résistance des clients vis-à-vis des programmes, parce que c'est un segment, c'est résistant, qui augmente d'année en année dans les études qui sont conduites sur le sujet. Et effectivement, on observe qu'il y a toute une partie de la clientèle qui échappe totalement au contrôle de l'entreprise, parce que totalement hermétique au programme de fidélité. Donc c'est des clients qui sont souvent un peu invisibles quelque part, parce qu'on collecte mal la donnée sur ces clients-là. Et donc, aujourd'hui, peu d'entreprises s'y intéressent, mais pourtant c'est stratégiquement très important d'essayer de trouver sur ces clients-là qu'est-ce qui va fonctionner. On sait que les programmes, ça ne marche pas. Ils refusent la carte, ou lorsqu'ils l'ont, ils ont un taux d'utilisation qui est extrêmement faible, voire nul. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on leur propose à ces clients-là? Et comment on gère la résistance de ces clients sans renoncer à les connaître aussi et à mieux les servir et à personnaliser les interactions avec eux? Donc voilà, on a terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre avec Aïda. Pas de questions? D'accord. On n'a pas le temps, désolé. Merci beaucoup. Merci.